Repousser les frontières. Depuis que l'homme est homme, il a toujours cherché à aller plus loin. Conquérir l'espace se présente donc naturellement comme un des défis que l'humanité aime à rêver dans les récits de science-fiction. Découvrir ce qu'il y avait au-delà des collines, au-delà des océans, sans cesse repousser les limites, c'est ce qui a permis à l'homme de découvrir de nombreuses technologies et de toujours innover. La course à l'espace a commencé en 1957 pour se terminer au milieu des années 70, et la rivalité entre les USA et l'URSS a été un vecteur d'innovation essentiel pour les technologies que nous utilisons chaque jour. Mais abordons sans tarder le côté littérature. Encore une fois, Jules Verne nous propulse dans l'avenir avec le canon du Gun Club de Baltimore, envoyant des hommes sur la Lune dès la fin du 19e siècle dans le roman De la Terre à la Lune. L'époque verra plusieurs auteurs se pencher sur le sujet comme Edward Everett Hale en 1869 avec sa nouvelle La Lune de briques. On peut aussi citer H.G. Wells qui en écrivant La Guerre des mondes implique la notion de voyage spatial, même si dans ce cas, il est effectué par les extraterrestres voulant coloniser la Terre. Le XXe siècle verra un essor extraordinaire de récits sur la colonisation de l'espace avec l'âge d'or de la science-fiction et les récits pulp. Et tout ça, bien avant que l'on ne soit capable d'envoyer le premier homme dans l'espace. Pour ne citer que quelques titres, Le Diable l'emporte de René Barjavel en 1948, Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury en 1950 ou Fondation d'Isaac Asimov en 1951. Bien d'autres récits encore imaginent des voyages spatiaux, voire la conquête de la galaxie alors que la mise en orbite de Sputnik, premier satellite artificiel de l'histoire, ne datera que de 1957 et le premier pas sur la Lune de 1969. Les progrès faits durant la course à l'espace ne cesseront d'inspirer les auteurs de science-fiction qui alimenteront leurs récits des avancées scientifiques de leur époque et de notre connaissance toujours plus précise de l'univers connu. On peut citer Arthur C. Clarke, réputé pour ses recherches et la précision scientifique d'une partie de ses écrits, que l'on retrouvera dans 2001 l'Odyssée de l'espace, Rendez-vous avec Rama ou encore Chant de la Terre lointaine. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire le tour des différentes techniques utilisées dans la fiction et dans la réalité. Commençons par les moyens de propulsion, car c'est évidemment une question centrale pour les recherches actuelles, même en ce qui concerne les voyages à l'intérieur du système solaire. Nous utilisons pour le moment des propulseurs chimiques, c'est-à-dire des moteurs à combustion. On utilise pour cela un carburant et un comburant. Le mélange le plus efficace actuellement est le couple dihydrogène-dioxygène utilisé dans la fusée Ariane ou dans la navette spatiale américaine. Si certains livres et films de science-fiction se cantonnent à cette réalité, d'autres utilisent des moyens de propulsion divers dont la plupart font aussi l'objet de recherches dans l'espoir de trouver une solution plus efficace que le traditionnel moteur à combustion. Un des plus impressionnants reste la voile solaire. On peut en voir une sur le vaisseau du comte Dooku dans Star Wars, mais on la retrouve dans plusieurs autres œuvres de science-fiction comme Le Papillon des étoiles de Bernard Werber ou le plus récent Alien Covenant de Ridley Scott. L'idée de ce moyen de propulsion très prometteur est de déployer une voile gigantesque mais aussi très fine et incroyablement légère. Cette voile captera les vents solaires et sera capable de faire avancer le vaisseau et même de lui faire atteindre des vitesses extraordinaires. En effet, si l'on adjoint au vaisseau une sorte de loupe permettant de concentrer les rayons du soleil sur la voile dans l'axe de la destination, alors le vaisseau pourrait théoriquement atteindre la vitesse de 60 000 km/s. En d'autres termes, un tel moyen de propulsion permettrait de rejoindre la planète Mars en seulement 3 jours contre minimum 5 mois avec des moyens de propulsion actuellement utilisés. Certains avancent même la possibilité d'atteindre environ 10% de la vitesse de la lumière avec ce procédé s'il était parfaitement optimisé. Basée sur une technologie plus conventionnelle, la propulsion nucléaire peut se décliner de différentes façons. La fission utilisée dans les centrales nucléaires permet un fort dégagement d'énergie, mais produit des déchets radioactifs dont on ne sait pas quoi faire et présente de grands dangers si l'on perd le contrôle de la réaction comme l'ont prouvé les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. La deuxième manière de produire de l'énergie atomique est la fusion. Elle consiste à rapprocher deux atomes jusqu'à les faire fusionner en un nouvel élément. Le dégagement d'énergie est alors considérable. En outre, cette technique produit des déchets beaucoup moins nocifs et ne risque pas de s'emballer puisqu'elle n'est pas basée sur une réaction en chaîne. L'inconvénient est que pour le moment, l'énergie déployée pour faire fusionner les deux atomes est plus grande que l'énergie produite par la fusion elle-même. Depuis des dizaines d'années, de nombreux projets tentent d'améliorer le processus, dont le projet ITER qui rassemble pas moins de 35 nationalités. Nous terminerons ce rapide tour d'horizon des moyens de propulsion avec l'utilisation de l'antimatière. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en contact, elles peuvent s'annihiler mutuellement en générant une très grande quantité d'énergie. Le seul hic pour mettre au point un tel réacteur, être capable de créer de l'antimatière en quantité suffisante. Il serait alors possible d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière.
Même si, comme nous venons de le voir, certains permettent d'atteindre de très hautes vitesses, aucun de ces moyens de propulsion ne se rapproche des capacités d'un moteur supraluminique ou hyperspatial. En effet, notre galaxie mesure environ 80 000 années-lumière, ce qui signifie que même en atteignant la vitesse de la lumière, il faudrait 80 000 ans à un vaisseau pour la traverser de part en part. Et nous avons vu que la plupart des moyens de propulsion avancés étaient bien loin d'un tel résultat. C'est pourquoi certains auteurs se sont tournés vers des solutions moins réalistes comme l'hyperespace et d'autres moyens de voyager plus vite que n'importe quel moteur conventionnel ne le permettrait. Nous en arrivons donc aux différents types de voyages induits par le choix de l'auteur pour tel ou tel moyen de propulsion. Le fait de choisir un moteur à hyperpropulsion permet d'annihiler les distances et place l'histoire dans un univers vaste, sans que les distances ne soient un obstacle. Dans ce cas, le voyage lui-même n'est pas au cœur de l'histoire, et c'est pourquoi nous n'aborderons pas la question aujourd'hui. En revanche, en utilisant un moteur à propulsion plus conventionnel, et donc plus lent, les personnages seront obligés de trouver un moyen pour survivre à ces distances. Je me suis beaucoup penché sur la question en écrivant mon roman Enfant d'Hyperion. J'ai justement choisi un mode de propulsion lent qui mettait mes personnages face à une conquête spatiale longue et semée d'embûches, mais nous y reviendrons dans un instant. Lorsqu'il s'agit d'un voyage à l'intérieur d'un système planétaire, la traversée sera forcément plus courte, tellement plus courte que l'on restera souvent sur le choix d'un propulseur à combustion. Et dans ce cas, les éléments d'intrigue ne manquent pas. Il faudra sans doute se servir de la gravité des planètes alentours pour se catapulter dans la bonne direction en utilisant le moins de carburant possible. Et s'il faut économiser le carburant, c'est parce que les stations-service ne sont pas nombreuses dans l'espace. Je n'évoque que le carburant, mais c'est aussi bien entendu le cas pour la nourriture, l'eau et tout ce qui est consommable ou recyclable. De plus, si le voyage est de courte durée, une durée comparable à celle que passent les astronautes dans l'ISS, on ne cherchera pas nécessairement le confort des passagers car ils pourront supporter la microgravité pendant ce laps de temps. De plus, alourdir le vaisseau pour de telles installations coûterait proportionnellement plus cher en carburant. Dans le cas de voyages interstellaires, les choses se corsent encore, et pour le roman que j'ai écrit, Enfant d'Hyperion, j'ai choisi la propulsion à fusion nucléaire, admettant qu'elle pouvait atteindre 50% de la vitesse de la lumière. La planète visée étant à 300 années-lumière, le vaisseau mettra 600 ans pour arriver si tout se passe bien. Et 600 ans, c'est long pour des humains. Puisque l'espérance de vie moyenne est actuellement de 83 ans, il faut absolument trouver un moyen pour qu'il reste quelque chose à débarquer une fois arrivé à destination. Mettre les passagers en stase est une possibilité intéressante car elle permet aussi de nombreux ressorts dramatiques, comme on a pu le voir dans le premier Alien ou plus récemment Passengers et bien d'autres. Quand vont-ils se réveiller? Vont-ils seulement se réveiller? Que se passe-t-il pendant qu'ils sont en sommeil? On peut aussi choisir de construire un vaisseau gigantesque et faire vivre les passagers à l'intérieur en recréant un environnement viable. On appelle ces vaisseaux vaisseaux-monde ou vaisseaux générationnels. On y recrée artificiellement la gravité, souvent par un cylindre d'O'Neill ou un Thor de Stanford. Il y a des réserves d'eau, des cultures, toute une société qui se met en place. L'économie d'énergie est bien entendu au centre des préoccupations et le recyclage de tout ce qui est à bord devient essentiel. Vivant dans un espace clos pendant des siècles, on peut aussi s'inquiéter de la santé mentale des passagers, des problèmes de gestion politique qu'une telle population peut impliquer, ou le renouvellement du patrimoine génétique. Comme vous le voyez, les problèmes potentiels ne manquent pas. Pour l'instant, seuls les récits les plus inventifs nous permettent de voyager au-delà du système solaire, mais beaucoup de projets sont sur le point de voir le jour, notamment pour la conquête de Mars. Cela dit, je pense que cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, pensez à laisser un like, un commentaire et à partager. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.